Ma critique, avec et sans spoiler, du dernier Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critique ciné, série, TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à faire sonner la petite cloche. Je publie du contenu toutes les semaines. Je suis également présent sur les réseaux sociaux TikTok et Facebook. Au plaisir de vous y retrouver. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler du dernier Ant-Man, Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Pour présenter le film de façon globale, Ant-Man et son équipe ont vocation à rencontrer au sein du royaume quantique dans lequel ils sont à nouveau piégés, Kang le Conquérant, donc un personnage assez emblématique de l'univers de Marvel et des comics, de par sa proximité avec celui qu'il va affronter Ant-Man, de par son humanité, mais du coup sa possibilité de devenir un quasi-dieu grâce à la technologie. Et pour faire le parallèle avec Ant-Man, c'est pourquoi j'aime bien ce super-héros et notamment la guêpe. C'est un humain avant tout, et vous le ressentez tout le long de la saga des Ant-Man ou quand il est présent, même dans différents films. C'est un humain avant tout qui, au contraire de se prendre la tête parce qu'il peut avoir justement des conséquences dévastatrices pour les ennemis grâce à cette technologie du PIM, eh bien, garde vraiment les pieds sur terre. C'est un peu un mec comme vous et moi, au milieu de dieux, de super-héros complètement incroyables. Lui, il arrive avec sa simplicité plutôt étonnante et eh bien, c'est lui qui sera responsable du coup du sort de l'humanité lorsqu'elle sera sauvée dans Endgame. Donc, chapeau à lui. Alors, mon avis général, sans spoiler. Pour le coup, c'est plutôt une bonne surprise. Je dois avouer que j'en attendais vraiment pas grand chose de ce Ant-Man. Le 1, j'avais beaucoup aimé, le 2, un petit peu moins. Celui-ci, j'en attendais pas grand chose, notamment parce qu'il s'inscrit en tant que transition véritable de la phase 3 vers la phase 4 de Marvel. Et la phase 4, de ce qu'elle donne pour le moment, ça ne me convient pas du tout. Là, pour le coup, Ant-Man, c'est une bonne surprise. C'est un film qui confirme qu'il a toute sa place dans le MCU et qu'il peut rivaliser avec les plus grands des héros qui sont soit héros par construction ou par nature, de par leur divinité, par exemple, de par leur naissance. Alors, les gros points forts du film. Déjà, moi, ce qu'il faut dénoter, je trouve, et qu'il faut vraiment rendre à César ce qui est à César sur ce film, c'est qu'il y a une immersion qui est complète dans le royaume quantique, dans le monde subatomique. C'est extrêmement bien fait. J'avais vu une critique, je sais plus de qui, sur internet qui disait que c'était le film le plus laid qu'il avait jamais vu en termes visuels, je vois pas ce qu'il lui faut. C'est un film bien évidemment à énorme budget, mais là pour le coup, moi les effets spéciaux de Marvel ne m'ont jamais déçu. Et bien ce film-là, je le trouve absolument magnifique de ce point de vue-là. Attention, point particulier, on y reviendra dans les défauts, la lumière parfois fait que vous avez l'impression qu'il manque un petit grain de luminosité parce que vous êtes dans un monde où il n'y a pas de lumière naturelle en fait. Ou plutôt la lumière naturelle n'est pas celle que l'on connaît avec le soleil. Donc des fois on peut se poser la question en se disant mais est-ce que c'est voulu ou voilà, on y reviendra. Mais quoi qu'il arrive, visuellement, j'ai trouvé cette immersion absolument fantastique. Comme d'habitude, on retrouve le Ant-Man que l'on connaît, je le disais un peu en introduction de la vidéo, c'est le Ant-Man cool, c'est l'humain qui garde un peu l'épée sur terre, quoique là, bien du coup, il a sauvé l'humanité, donc il peut prendre un petit peu la grosse tête par moment, mais la vie le rattrape très très vite et lui rappelle du coup d'où il vient. C'est assez appréciable, comme je le disais, c'est le personnage, je trouve, à mon sens, peut-être le plus sympathique du MCU, quand bien même il cache un pouvoir absolument extraordinaire, et c'est ce pourquoi il a réussi à sauver l'humanité. J'en ai parlé un petit peu, l'humour. L'humour dans la phase 4, pour moi, ça devient du grand n'importe quoi, et là, Ant-Man, du coup, on se retrouve avec un humour qui est modéré, qui est plaisant, on n'est pas inondé de vannes à 3 francs 6 sous, bien au contraire, c'est pesé, c'est un peu calculé, bien sûr, parfois, avec les vannes, elles sont téléphonées, mais c'est pas grave, parce que ça rajoute cette petite touche d'humour que l'on aime tant en fait dans les Marvel. Et là pour le coup, il faut le saluer, c'est réussi de ce point de vue-là. Rien à voir par exemple avec l'esprit de Thor 4, où tout, même les dieux de l'Olympe et même Zeus, étaient ridicules. C'était une insulte à la mythologie grecque, complètement. Autre point très réussi du film, je trouve, c'est l'introduction du personnage de Kang le Conquérant. On y reviendra plus tard dans les défauts parce qu'il y a beaucoup de choses à redire, mais quoi qu'il arrive, le personnage en lui-même, joué par Jonathan Majors, il est excellent, je trouve. Il incarne à la perfection cette espèce de mégalomane complètement tyrannique, mais à la fois encore perdu dans son âme d'enfant au regard de tous ces dédoublements de personnalité qu'il a pu vivre et donc qu'il a pu engendrer surtout au regard de tous ces déplacements spatio-temporels. C'est un mec qui est complètement paumé et qui ne répond à sa perdition que par la tyrannie, une soif de vengeance éternelle et un abrutissement de la violence en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. On le connaît très rapidement ce personnage. Même si on reviendra dans les défauts du film,
c'est qu'il est introduit beaucoup trop tardivement. Mais le personnage en lui-même, je le trouve excellent, rien à redire. Autre point fort, la durée du film. Moi je l'ai toujours dit, 2 heures de film, c'est une durée quasi idéale. C'est rare un film de 2h30 ou 3 heures, voire un peu plus, qui me tient en haleine et pour lequel je me réveille 2h30, 3 heures plus tard en me disant waouh, j'ai été complètement transporté. Le dernier film qui m'a fait cet effet-là et qui pourtant durait 3 heures, c'est Babylone. Là, la durée d'Ant-Man, c'est 2 heures, c'est parfait. Quoique la première heure, on y reviendra dans les défauts et peut-être pas assez exploité. Mais quoi qu'il arrive, 2 heures, elle passe bien. On n'est pas tenté de regarder sa montre, encore moins de regarder son portable, surtout dans un cinéma. C'est une durée qui est bien pour faire comprendre au spectateur quel est le fil rouge voulu par le showrunner. Donc ça, c'est top. Sans vous spoiler, un autre point fort du film, c'est qu'il y a quelques surprises qui valent le coup. Et c'est pour ça que rien que pour ça, on le verra dans la partie effectivement spoiler, mais rien que pour ça, moi j'invite les gens, et ceux tout particulièrement qui aiment le MCU, à aller voir Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Ant-Man 3. Ça vaut le coup. Et enfin, pour clôturer un petit peu toutes ces qualités, moi quelque chose qui m'a particulièrement plu dans ce film, ce sont des scènes qui sont parfois extraordinaires de par leur beauté. Qu'elles soient visuelles, qu'elles soient profondes dans le sens qu'elles veulent faire véhiculer en fait dans l'esprit du spectateur, il y a des moments où on peut se prendre quelques claques qui ne sont pas que visuelles. Voilà, donc ça c'était pour les points forts du film. Malheureusement, il y a des points faibles et il y en a quand même pas mal. C'est parti. Alors, je le disais tout à l'heure, pour le coup, c'est magnifique à regarder en termes de CGI. Je comprends pas qu'on ait pu dire certains que c'était un film absolument immonde. Je comprends pas. Autant la lumière fait qu'il y a des moments où vous vous demandez si c'est fait exprès qu'il y ait si peu de lumière dans ce film. C'est-à-dire que là, le peu de lumière qu'il y avait dans le film, j'ai pas toujours réussi à le saisir. On peut le comprendre, on est dans un univers effectivement où la lumière du soleil telle qu'on la connaît, eh bien il n'y en a pas. En revanche, des fois c'est particulièrement gênant parce qu'on fronce un petit peu les yeux en se disant est-ce que je vais voir mieux en faisant ça? Non, pas du tout. Donc des fois vous avez cet éclairage un petit peu hasardeux. C'est un peu dommage. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils ont pu ne pas s'en rendre compte au moment de la post-production, parce que c'est évident en fait. Mais au bout d'un moment, l'œil s'y habitue, j'ai envie de dire, et on n'y fait plus attention, et on se laisse quand même assez bouleversé par le visuel qu'offre ce film de très grande qualité de ce point de vue-là. Autre point faible, le scénario. Je trouve qu'il est un petit peu étiré par moments, et en plus de ça, il est mal exploité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, sur 2 heures de film qui me semblent parfaites parce qu'elles passent bien, il y a notamment la première heure qui aurait pu être mieux exploitée avec un peu plus de contenu, un peu plus de coffre, un peu plus de carrure en fait pour cette première heure où on se dit bon, quand est-ce que ça démarre véritablement parce qu'en fait on attend quelque chose et ça ne vient pas. Donc ça, petit carton jaune de ce point de vue scénaristique qui ne justifie pas toujours les 2 heures quand bien même elles passent bien. Troisième point faible, c'est pas tant du wokisme comme on peut retrouver dans certains films ou séries du MCU, là c'est plutôt des messages un peu trop souvent portés sur la défense du faible, la défense du petit. Oui, Ant-Man on a compris, il a écrit un livre et du coup lui il est petit, il a réussi à sauver l'humanité donc il faut défendre les gens qui sont petits, qui sont faibles. Oui, c'est bon, vous pouvez le diffuser par moment, par bribes, ce message-là. Le problème, c'est qu'il y a des passages dans le film où on en est complètement inondé. Et ça devient des discours un petit peu caricaturaux, enfin de la caricature de ce que devrait être un monde idéal où tout le monde s'aime et tout le monde du coup s'apprécie, tout le monde aide les gens à se relever quand ils tombent. Oui, c'est bon, on a compris, le meilleur moyen de faire face à la vie, Bruce, c'est de se relever quand on tombe. Oui, d'accord, ok, mais ne nous en inondez pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin. Autre point faible, et ce qui m'a un peu dérangé par moment, c'est qu'il y a des scènes, c'est du déjà vu, qui vous feront automatiquement écho à d'autres grandes scènes, d'autres films du MCU. C'est assez dommage parce que par moments c'est assez comparable à du réchauffé en fait. La scène est extraordinaire, mais vous vous dites, mais attendez, ça c'est un parallèle avec ça c'est un parallèle avec ça. Elle est où l'originalité? Bon, chacun y verra ce qu'il veut y voir, mais le fait est que moi, c'est sur ce point-là que ça m'a un petit peu dérangé, où j'ai vu parfois des moments où ils transposaient simplement un film sur Ant-Man 3. Complètement. Encore ce point faible également qui est assez rébarbatif dans le MCU, on a encore des questions qui sont sans réponse. Et purée, ça c'est assez navrant parce qu'on veut savoir des choses, on veut avoir des réponses surtout au regard de cette question épineuse qu'est le monde subatomique, le royaume quantique, et on n'en a toujours pas.
Vous le verrez, à la fin du film, vous avez plus de questions que de réponses en tête. Au bout d'un moment, donnez-nous-en un petit peu, parce que là, il y a des fois, on a vraiment du mal à suivre. Par exemple, la question du temps, comment est-ce qu'elle s'écoule dans le monde quantique, on n'a toujours pas la réponse parce qu'on a plein de scénarios différents là-dessus. Et pourquoi Thanos n'y a eu aucun effet quand bien même le temps est censé s'y écouler. Si vous avez la réponse, en commentaire, je suis fanat pour que vous le disiez. Point faible que j'avais un petit peu évoqué lors de l'introduction, grande qualité du film, Kang le Conquérant il est excellent, en revanche la manière dont il est introduit, gros point faible, il n'est pas du tout assez exploité le mec. Autant on arrive à se reconnaître dans ce personnage, pas en tant que méchant, mais je veux dire on arrive à comprendre ses motivations, sa philosophie, qui il est un petit peu, autant il n'est pas assez exploité parce que tout le background qu'il y a autour de lui, c'est pas assez présent. Malheureusement, ce personnage, qui devrait être, à mon avis, quasiment le second Thanos vu la manière dont il est présenté, ça devient presque quasiment un méchant lambda un peu comme les autres. C'est un des personnages quand même, un des super vilains du MCU qui est très attendu. Pour le coup, il n'est pas du tout assez exploité. Vous n'en verrez pas assez de Kang le Conquérant. C'est dommage. Enfin, dernier point faible, un petit point de détail sur deux personnages secondaires. La fille de Scott, je trouve qu'elle joue super mal. Elle crève l'écran de par sa candeur devant la caméra. Je trouve que il n'y a aucune conviction dans ce qu'elle dit, ça se ressent. Et deuxième petit regret, Michael Douglas, comme dans le 1, comme dans le 2, il crève pas l'écran. Quand bien même ils ont essayé de faire un petit focus sur ce personnage-là parce qu'effectivement il était un petit peu en retrait, alors que c'est le premier Ant-Man, c'est lui, Pym, c'est lui vraiment le créateur de la technologie d'Ant-Man. Il crève pas l'écran. C'est un personnage secondaire, quasiment parmi d'autres. Un petit focus, mais rien de plus. C'est dommage parce que Michael Douglas, c'est Michael Douglas. Voilà, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Ant-Man 3, je vous invite à couper la vidéo à ce moment-là. Je vais attaquer la partie spoil qui mérite d'être évoquée, notamment parce que soit ils sont mauvais, soit ils sont bons, soit ils n'apportent pas forcément toujours les réponses aux questions que l'on se pose. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. C'est parti pour le moment spoil. Alors, Kang le Conquérant. Il arrive au bout de, je crois, 50 minutes, 1 heure de film. Pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps sur un film qui dure 2 heures pour introduire le grand méchant? Il y a cette scène que j'ai trouvée superbe, vraiment réussie, quand on voit le vaisseau spatial arriver dans l'espèce de bar pour lequel ils sont en train de prendre un petit shot là. Vous avez des escaliers de vaisseau spatial qui s'ouvrent, vous avez une musique au rythme des pas du personnage qui est censé se dévoiler. On se dit, ça y est, c'est Kang le Conquérant, il arrive bien badass, il va tout casser. Non, c'est juste un personnage qui sert à rien. Et purée, mais tout le long du film, pendant les 45 premières minutes, c'est ça, on attend Kang le Conquérant. En plus de ça, comme je le disais, il n'est pas assez exploité, on n'en apprend pas assez sur sa vie passée, on a juste un flashback sur le grand méchant qu'il est, un seul flashback. C'est quand on le voit effectivement en fait à travers les pensées de la femme de Pym, et on comprend qu'effectivement c'est un génocidaire ce mec. C'est dommage. On n'a pas vraiment, déjà il arrive tardivement, il est extrêmement bien joué, mais on n'a pas vraiment le temps de s'y attacher. Et en plus de ça, vous avez vu, il meurt. Il meurt, il est enfermé, on sait pas trop, mais le fait est que il est où le comeback en fait nécessaire à son exploitation optimale pour venir tout péter dans le MCU? C'est juste un méchant qui arrive à 1 heure de film, qui se fait malheureusement dessouder alors qu'il avait plein d'occasions de gagner, et le film s'arrête là. Et on y reviendra avec les scènes post-génériques, mais du coup, le futur ennemi du MCU, ce sera pas lui, ce seront les distorsions temporelles qu'il a créées. C'est double en fait. Toutes les versions alternatives de lui-même. Et c'est dommage parce que, entre le moment où il se fait capturer, dessouder, effectivement, qu'il est piégé dans cette espèce de moteur mécanique quantique là, et la fin du film, il se passe rien. On a directement une transition sur la vie moderne de Scott, il souffle le gâteau d'anniversaire, de non-anniversaire pour sa fille, fin du film. On n'a aucune transition entre un événement marquant du MCU, la fin de Kang le Conquérant, pas ses versions alternatives mais bien lui, et la fin du film. C'est très mal fichu de ce point de vue-là. Deuxième spoiler, le temps dans le royaume quantique. On sait toujours pas comment ça marche. Quand Scott y a été piégé au moment où Thanos a fait le snap, il a dit qu'il s'était passé 5 minutes ou 5 heures, je sais plus. Or, la femme de Pym, elle a bien pris 35 ans. Or, dans ce film-là, on comprend que le temps s'y écoule. Mais on comprend pas trop
de quelle manière il s'écoule, parce que du coup vous avez des fourmis qui tombent dedans et qui, elles, ont pu évoluer sur plusieurs milliers d'années pour développer une technologie incroyable qui va justement bouleverser le cours de la bataille contre Kang le Conquérant. Mais du coup, si le temps s'y écoule, pourquoi est-ce que Thanos, avec son snap, avec les pierres d'infini, n'y a pas eu d'effet? C'est dommage, c'est des questions auxquelles on aurait aimé des réponses simples et on ne les a pas du tout, c'est vraiment dommage. Un retour improbable. Yellow Jacket, Darren. Il revient dans le film de la pire manière possible. Ça devient une sorte de tête à claque québécoise. Je sais pas si vous voyez ça, moi j'ai grandi avec ces petits trucs. C'est assez dommage parce que il fait énormément de peine. On comprend très rapidement l'objectif là, des scénaristes derrière ça, c'est de faire rigoler, de ridiculiser un petit peu ce personnage-là qui n'était pas fondamentalement méchant, mais qui n'était pas fondamentalement gentil. C'était un peu le mec qui essayait de profiter un peu des situations d'Aren. Mais là, mais qu'est-ce qu'il fait de la peine? Et à côté de ça, tout le long du film, vous avez le discours il faut aider les petites gens, il faut protéger les faibles. Et pourtant, lui, mais ce mec, sa vie, elle est merdique, elle est nulle sa vie. Ça devient l'esclave, le chien de Kang le Conquérant. Quand à un moment il ose parler devant lui, Kang le Conquérant le pousse, l'éjecte contre un mur et lui dit tu n'as pas le droit de parler en ma présence. Bah, super quoi. Ce mec, sa vie, elle est minable, et même lorsqu'il meurt de façon assez héroïque, parce qu'il bouleverse quand même le cours de la bataille en brisant le bouclier de Kang le Conquérant, les gens se marrent quand il dit je suis mort en Avenger. Et ils sont là, oui, oui, c'est vrai, oui. Et puis la scène, oui, tu es comme un frère pour moi. Effectivement, c'est drôle et on se marre, mais purée, on se dit, mais sa vie, elle est horrible à ce mec-là et on en rigole. J'ai trouvé ces passages-là qui sont consacrés à lui vraiment tristes en fait. On en rigole, mais c'est super triste. Et c'est en totale antinomie avec, contradiction avec le message du film sur le fait de protéger les faibles. Parce que lui, bah, il n'y a pas plus faible que lui en fait. Scène post-générique 1. On comprend du coup que le grand méchant du film, ce sera pas Kang le Conquérant, mais toutes les versions alternatives de Kang le Conquérant. On comprend deux choses. Kang le Conquérant ne sera peut-être pas de retour. Du coup, quand on dit Kang le Conquérant, Kang will return. Kang, lui, au singulier, ou ses versions alternatives. Bon, bah ça, malheureusement, ça se présage vers les versions alternatives. Deuxièmement, il y a une hiérarchie entre eux, parce qu'on comprend qu'il y a une version alternative de Kang le Conquérant qui est plus forte que les autres. Bon, moi ça me gêne un petit peu, parce que plutôt que d'avoir 1 million de Kang le Conquérant qui seront les grands ennemis du MCU, je préférais Kang le Conquérant qui revient et qui peut-être en prend le contrôle, un seul et même ennemi. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je sais pas, j'en attends beaucoup parce que là pour le coup c'est quelque chose qui m'intéresse, mais le fait est que avoir 50 000 ennemis, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de créer le super vilain du MCU dans la phase 4. Et pour Jonathan Majors, en termes de performance de jeu d'acteur, ça va être énorme. Le mec il va faire un split mais dans une version super-héros. Ça va être super dur. On le voit un petit peu à la fin, c'est plutôt pas mal joué bien sûr, il y a des personnalités différentes, mais s'ils veulent vraiment faire ça, il va falloir que ce soit exploité à 100%, et donc le jeu d'acteur de Jonathan Majors va devoir être énorme. Post-générique 2, comme d'habitude, c'est pas forcément la scène post-générique la plus utile, c'est vraiment juste pour connecter aux séries notamment, ou aux films qui sont sortis, histoire de faire un petit lien. Bon bah c'est Loki qui se rend compte qu'il a déjà rencontré en fait ce Kang le Conquérant, et là il voit à nouveau une version alternative de lui. Bon, pourquoi pas, c'est plutôt sympathique, et puis voir Loki, je trouve ça toujours sympa, même si ça n'apporte pas beaucoup de réponses. Ça ne résout pas la question de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est Kang qui va revenir au singulier avec le contrôle de toutes ces versions alternatives, ou si c'est bien toutes ces versions alternatives qui vont dessouder le MCU, et le Kang original, bah, il est défait à jamais. D'où la question que se pose quand ils disent Kang will return, Kang au pluriel ou Kang au singulier. Enfin, dernier petit spoil, mais moi qui me dérange comme toujours, ce sont les incohérences du film. J'en ai parlé tout à l'heure, le temps. On ne sait toujours pas comment s'écoule le temps dans ce film. Deuxième incohérence, pourquoi Kang ne fait pas tout péter? On comprend qu'il a une technologie extraordinaire, mais comme d'habitude, il n'est pas assez exploité et il se fait dessouder alors qu'il aurait pu les exploser, les mecs en face. À quel moment ils arrivent déjà de 1 à pénétrer la forteresse impénétrable de Kang le Conquérant? Premièrement. Deuxièmement, ils parcourent des distances qui sont incroyables. Des fois, on les voit en train de charger, ils sont à 10 km de Kang le Conquérant. Ça, de ce point de vue scénaristique, c'est impossible. Et combien de fois les gentils, entre guillemets, auraient pu avoir l'occasion de mourir? Mais ça, comme d'habitude, c'est l'armure en scénarium, hein. Il faut pas que les gentils
meurent, il faut justement qu'ils arrivent à triompher avec un semblant de difficulté, mais qu'au final que ce soit quand même un happy ending. Et c'est ce que je reproche encore à tous ces films-là qui veulent nous faire croire que tout se finit toujours bien. Et c'est en ce sens que moi j'avais adoré. Pour moi, le plus grand film du MCU, c'est Infinity War. Non, ça finit pas bien, purée. Endgame, malheureusement, ça finit trop bien, mais à part Tony Stark, mais Infinity War, ouais, non. Ça peut des fois très mal finir. Et là, l'armure en scénarium fait que Kang, il est battu de façon assez facile, alors qu'il avait toutes les cartes en main pour les exploser les ennemis. Et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Vraiment, qui fait, je trouve, vraiment la grosse transition entre la phase 3 et la phase 4 de Marvel. Pas les autres, pas Thor, pas Black Panther. Vraiment celui-ci, je trouve qu'il incarne bien la phase 4 de Marvel. Il a des grandes qualités, il a des défauts, mais pour le coup, il se laisse regarder. Et quand on me demande s'il faut aller le regarder, je dis bah pourquoi pas, franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à la chaîne de All You Can Watch si vous n'êtes pas encore abonné. Ce sera un plaisir pour moi que de vous compter parmi les membres de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à faire sonner la cloche. Je suis également présent sur TikTok et Facebook. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique ciné, série et TV. Bon week-end à vous. Salut les Watchers.